Chapitre 2, une analyse du processus de pensée 2. Quelles sont les pensées? Un nouveau point de vue. Vous êtes-vous déjà demandé d'où vient votre esprit? Comment se fait-il que les humains puissent construire des systèmes mathématiques complexes, anticiper les événements futurs et planifier en conséquence? Quelles sont les pensées? Êtes-vous le créateur de pensées ou êtes-vous un récepteur passif de pensées venant des autres? Et la télépathie? Dans les sections suivantes, nous examinerons de plus près le processus de réflexion. Prenez quelques notes sur ce qui suit et essayez de relier ces idées à des situations réelles. Sauf indication contraire, les citations sont tirées de mon livre, Mystery of the Human Mind, qui est disponible gratuitement sur archive.org ou Academia. Edu. Note de bas de page 2. Merci pour ce chapitre va à J.P. Kok, ancien dirigeant de la branche néerlandaise Blavatsky House de la Point Loma Theosophical Society. Le caractère des pensées. Les scientifiques n'ont aucune idée de ce qu'est réellement une pensée. Ils semblent émettre l'hypothèse que le réseau de neurones dans le cerveau produit d'une manière ou d'une autre des pensées, mais n'ont aucune idée de comment cela fonctionne, et encore moins comment la pensée abstraite surgit. Les pensées viennent dans une grande variété et sont de qualités différentes. Par exemple, un aspect de la pensée est le désir. Il y a la luxure et la passion brute, mais il peut aussi y avoir une ambition de haut vol. Les gens peuvent être tourmentés et même obsédés par leurs pensées. Une pensée peut devenir si forte qu'on ne peut pas lui résister. Regardons les caractéristiques des êtres vivants. Que faut-il pour appeler quelque chose de vivant? Les critères diffèrent selon les biologistes, mais nous peut utiliser. 1. Les êtres vivants sont soumis au processus de naissance et de mort. 2. Les êtres vivants ont en quelque sorte besoin de nourriture, métabolisme. 3. Les êtres vivants ont leur propre caractère. 4. Les êtres vivants peuvent se reproduire d'une manière ou d'une autre. 5. Les êtres vivants ont leur propre conscience. L'analyse de la pensée montrera que les pensées remplissent tous ces points. 1. En histoire, on parle souvent de la naissance d'une idée à une certaine époque. Il existe de nombreux exemples à citer. Non seulement des événements dramatiques comme la Révolution française, mais aussi de nombreux autres épisodes qui se développent progressivement comme la Renaissance, la Révolution industrielle, l'ère informatique, l'autoroute de l'information, etc. peuvent être vus de cette manière. Une fois qu'une idée est née, elle grandira, évoluera dans une certaine mesure et finira par mourir pour être remplacée par une autre idée, paradigme. 2. Nous savons tous que nous avons souvent des envies, par exemple acheter quelque chose. Lorsque nous exauçons ce souhait, la pensée qui l'accompagne meurt souvent rapidement. Si nous ne pouvons pas le réaliser, deux choses peuvent arriver, nous oublions, ou ce désir devient si fort que nous devons le réaliser. Nous nous rendons presque fous jusqu'à ce que ce souhait soit exaucé. Nous alimentons constamment cette pensée avec notre énergie de désir, le quatrième aspect de la pensée, voir ci-dessous, ce qui rend cette pensée vraiment forte et grande. Il existe de nombreux exemples de ce processus montrant que nous perdons le contrôle de nous-mêmes et que nous pouvons être pris dans certaines actions entraînant une situation vraiment chaotique. Oh, comment pouvons-nous souhaiter que nous n'avions jamais fait ces choses? Les pensées prennent forme et durent plus longtemps selon le degré auquel elles sont entretenues. Ils sont plus susceptibles de mourir si nous leur prêtons peu d'attention. 3. Les pensées avec leur propre caractère peuvent être comprises comme suit, ma paraphrase du courant de pensée de M. Kok, si nous nous souvenons que nous sommes parfois confrontés à des pensées étranges ou incompréhensibles que nous oublions rapidement, alors nous pouvons comprendre que c'est parce que réside le caractère déviant de ces pensées de notre propre caractère. Ces pensées ne trouvent tout simplement pas en nous un terrain propice pour s'enraciner et germer. Inversement, une pensée ou une idée arrivera beaucoup plus facilement dans notre conscience si le caractère de cette idée correspond au caractère de notre personnalité. Les idées racistes résonneront plus facilement dans l'esprit de quelqu'un si quelqu'un a déjà un élément ou une tendance au racisme en lui. L'art est plus apprécié lorsque nous avons développé un sens de la beauté ou de l'harmonie en nous-mêmes. 4. La propagation des pensées peut sembler étrange à première vue. Mais nous le savons tous. Lorsqu'un enseignant nous dit quelque chose et que nous l'acceptons, ces pensées trouvent un terrain fertile dans notre esprit pour qu'elles puissent grandir, s'épanouir et porter des fruits. À notre tour, nous pouvons transmettre ces idées à d'autres, semer des graines mentales, où ils peuvent trouver une nouvelle vie. Aujourd'hui,
nous entendons parler de « même », mais je vais aller plus loin et dire que les pensées sont plus que de simples informations flottant dans l'air. 5. Une pensée à sa propre conscience. Nous savons tous que parfois nous devenons assez obsédés par nos pensées. Nous avons bien du mal à nous soustraire à une forte influence de la pensée. La pensée a atteint des proportions gigantesques, bloquant les autres pensées de notre conscience. Comment gérez-vous une telle situation ? Nous devons nous concentrer de toutes nos forces sur d'autres pensées, il faut surtout agir pour se libérer de cette poigne de fer. Voir la section suivante pour une approche constructive. Un exemple positif de cette conscience de soi est lorsque nous sommes saisis par une grande pensée inspirante qui nous conduit à des actes désintéressés que nous ne ferions pas normalement. M. Koch conclut que les pensées sont des êtres vivants. Non seulement ils ont un aspect vibratoire, mais ils ont aussi de la vie en eux. 3. Aujourd'hui, la philosophie du panpsychisme gagne du terrain parmi les philosophes parce que les scientifiques ne peuvent pas du tout expliquer la conscience. En effet, le panpsychisme était universel chez les peuples anciens. Il a été rejeté après que Descartes ait formulé son schéma dualiste et que la philosophie matérialiste ait gagné du terrain. Vient ensuite l'argument de M. Koch selon lequel le flux de pensée qui nous traverse la tête consiste en une multitude d'êtres vivants. Il ajoute que notre esprit est, pour ainsi dire, la capacité de former des formes pensées ou percevoir des images. Nous verrons bientôt que nous n'avons pas à nous soumettre passivement aux influences de ces entités. M. Koch poursuit en disant, le concept du courant de pensée en tant que multiplicité d'êtres vivants est une clé importante pour transformer nos vies. L'application de ces connaissances, voire aussi les paragraphes suivants, nous permet d'ouvrir de nouvelles perspectives de perception et d'expérience. Bien sûr, nous devons faire l'expérience de la justesse de cette position dans notre propre pensée avant de pouvoir appliquer cette clé. La partie suivante est une paraphrase libre et la traduction d'un document non public de M. Koch que j'ai. Afin d'explorer la nature des pensées en tant qu'être vivant, il est conseillé de se considérer comme un observateur ou un témoin de pensée plutôt que comme un créateur de pensée. Considérez-vous comme faisant partie de la vie unique qui est l'essence de tous les êtres. Cela facilitera le témoignage. Le processus de pensée. Je répète ici, avec des modifications mineures, une partie de ce que j'ai écrit dans mon premier livre, Mystère de l'esprit humain. La tradition de la sagesse fait la distinction entre la pensée consciente et la pensée inconsciente. La pensée inconsciente est ce que nous faisons tous trop souvent. Nous acceptons sans critique les dogmes de la science, les slogans commerciaux, les innovations technologiques, la propagande politique, etc. Il est assez facile pour des personnalités fortes d'imposer des idées aux gens tant qu'ils ne connaissent pas l'impact des pensées sur eux-mêmes et la situation dans laquelle ils se trouvent. Le monde. Pourtant, nous devrions savoir mieux. Nous savons tous à quel point la propagande de guerre peut rendre les gens fous. La propagande, les slogans, les publicités et autres peuvent facilement influencer les gens s'ils ne sont pas conscients de l'impact de ces messages. Cette ignorance du processus de pensée et des effets des pensées sur les autres et sur soi-même a apporté de nombreux désastres à l'humanité. Nous sommes soumis à l'illusion que nous pensons consciemment, que nous contrôlons nos pensées alors que les faits indiquent le contraire. Le fait est que nous surfons sur les vagues de pensées projetées et amplifiées par des personnalités puissantes qui ont des raisons claires de le faire, pour un gain personnel, un pouvoir politique, des raisons commerciales, etc. Attention, tout cela est intelligemment fait. Nous devons croire que nous avons tellement de droits, qu'en est-il de nos responsabilités ? Il faut croire qu'on a besoin de tel ou tel dernier objet technologique, en avons-nous vraiment besoin ? Ils essaient de nous faire croire presque n'importe quoi. C'est une situation effrayante. Comment pouvons-nous briser cet état d'esprit passif ? Par une pensée consciente ou claire. Pensée consciente, observer le flux des pensées. Reconnaître les pensées en tant qu'être vivant est une étape importante vers la pensée consciente, car cela ne laisse aucun doute quant à sa propre responsabilité vis-à-vis de ses propres pensées. Les pensées sont des êtres élémentaires simples qui suivent servilement l'impulsion qui leur est donnée. Ils expriment généralement leur propre conscience lorsque le processus de pensée devient incontrôlable. De nombreux troubles mentaux pourraient potentiellement être évités si ces faits étaient connus et si les connaissances à leur sujet étaient correctement appliquées. Pour illustrer le processus de pensée, on peut penser à la technique de transmission des ondes radio ou télévision.
Un récepteur peut recevoir des fréquences spécifiques et en syntonisant l'un des canaux, les messages sont rendus visibles et compréhensibles. De même, une personne capte des ondes de pensée qui se situent dans sa gamme de fréquences de pensée. Dans le cas de l'esprit humain, il est clair qu'il peut fonctionner à la fois comme émetteur et comme récepteur de pensée. Quand on regarde un enfant, on s'aperçoit qu'il a son propre caractère dès la naissance. Peu à peu, dans les premières années de sa vie, il commence à exprimer son caractère. Ce caractère forme la bande passante, pour ainsi dire, à l'intérieur de laquelle les pensées peuvent être absorbées ou perçues. L'éducation et de nombreux autres facteurs influencent l'enfant et rétrécissent davantage cette gamme grâce à une vision étroite de la vie. Ce n'est pas que l'enfant ne se bat pas contre les traditions et les préjugés pendant la puberté, par exemple, mais les influences de l'environnement sont généralement trop fortes pour se battre. Et c'est ainsi qu'un citoyen, décent, renaît, correctement adapté au mode de vie utilitaire. Remarque, aujourd'hui, cette éducation ne suffit plus, car la transition vers un mode de vie sain et harmonieux est devenue une nécessité absolue pour la survie de l'humanité. Cela explique pourquoi les idées nouvelles et rafraîchissantes ont tant de mal à entrer dans l'esprit humain. Nos esprits sont tout simplement trop cristallisés dans des concepts et des idées traditionnelles sur la vie. Le cerveau récepteur ne peut recevoir et transmettre que des pensées de certaines fréquences. Ce fait, sans le savoir ou même sciemment, utilisé à des fins commerciales et politiques. Comment pouvez-vous changer tout cela ? Tout d'abord, le processus de changement doit commencer par les personnes elles-mêmes, car elles doivent reconnaître la situation ou l'état mental, psychologique, dans lequel elles se trouvent. Ce n'est qu'alors qu'il pourra décider de changer d'état d'esprit. Il ou elle peut se syntoniser sur d'autres fréquences de pensée, c'est-à-dire les aspects de pensée supérieurs, voir cet aspect de pensée ci-dessous, des qualités de pensée raffinées. Là où j'écris il, vous pouvez bien sûr aussi lire elle. Une technique simple pour neutraliser les pensées négatives. Maintenant, nous ne réussirons pas si nous essayons de combattre nos défauts de caractère. Pourquoi pas ? C'est parce qu'à travers le combat nous nourrissons nos pensées, qui sont des êtres vivants. Pour qu'ils deviennent plus forts au lieu de mourir de faim. Au lieu de se battre, il faut oublier les pensées indésirables, les laisser mourir. Pour cela, nous devons reconnaître nos pensées et leur donner une impulsion positive en pensant simplement une pensée positive opposée. En pensant et en agissant selon cette pensée positive, nous compensons les effets de la pensée négative. En vous en tenant à cette pratique, vous pouvez changer la qualité des pensées et aussi faire fonctionner notre esprit sur d'autres fréquences, plus altruistes, spirituelles, positives, etc. Après un peu de pratique, nous ne recevrons même plus ces pensées négatives, nous pouvons remarquer ou observer mais ne les laissez pas nous déranger. Je parle ici de personnes assez saines d'esprit. Remarque, des choses comme la colère ou l'indignation face à ce qui ne va pas dans la société ne comptent pas comme des pensées négatives. L'énergie de la colère peut être exploitée pour faire avancer les choses, généralement grâce à une mise en commun des pouvoirs, par par des organisations de la société civile, des syndicats, etc. Le bon sens est toujours nécessaire dans tout dans la vie. Les 7 aspects de la pensée. La tradition de la sagesse énumère 7 aspects de la pensée, à savoir physique, émotionnel, vital, désir, intellect, intuition, inspiration. Dans mon premier livre, Voir ci-dessus, j'ai décrit ces aspects en détail. Ici, je vais résumer certains de ces matériaux. Les citations sont de mon livre comme mentionné ci-dessus. L'aspect physique de la pensée traite des soins corporels et des nécessités. Ceci est bien sûr nécessaire dans une certaine mesure. Trop d'attention au corps est distrayant d'autres aspects, comme on le verra. L'aspect émotionnel de la pensée concerne les impressions sensorielles faites sur l'esprit et la réponse que l'on donne à sa perception. Une trop grande partie peut dégénérer en sentimentalité. Ce pourrait être une bonne idée de lire certains des écrits des stoïciens, stoïcisme, comme Épictète et Marc Aurèle. Aujourd'hui, les idées stoïciennes gagnent du terrain pour aider les gens à trouver une certaine tranquillité d'esprit. Je reviendrai sur Marc Aurèle plus tard. L'aspect vital de la pensée fait référence à l'activité de l'esprit, psyché, esprit, dans l'action concrète. Comme exemple de vitalité surexprimée, considérons les managers qui veulent tout planifier et contrôler dans l'entreprise. L'aspect soif de la pensée est souvent mal compris. Le désir est une force neutre,
comme l'électricité circulant dans un fil. Il peut être utilisé pour le meilleur et pour le pire. Dans mon premier livre, j'ai écrit: comprendre la motivation derrière nos actions est fondamental dans le processus de connaissance de soi. Ce motif peut être égoïste ou désintéressé. Au lieu de parler de bon ou de mauvais, qui sont des termes relatifs qui diffèrent dans chaque culture et époque historique, nous pouvons mieux utiliser les termes égoïste ou désintéressé comme critères pour juger nos propres actions et pensées pour juger. Cependant, nous pouvons être trompés par des motifs subtils, par exemple l'ambition, qui peuvent être altruistes, ou au contraire contenir pas mal d'égoïsme. Il faut beaucoup de sincérité pour voir clairement nos motivations pour ce qu'elles sont. Selon le niveau de jugement ou de compréhension développé, nous discernerons ces motifs subtils. Sommes-nous esclaves de nos passions ou contrôlons-nous les activités de notre esprit? Ce sujet important fait partie de la discussion de Krishna avec Arjuna dans la Bhagavad Gita. Exemple de forme supérieure, ambition exaltée. Exemple de forme inférieure, passion grossière. L'aspect intellectuel de la pensée n'est qu'un aspect de la pensée et non le plus élevé. L'intellect fonctionne normalement en isolant les problèmes de leur contexte. Il y a des connaissances fragmentées, partielles. Il a une capacité limitée à aller au cœur ou à l'essence des choses à moins qu'il ne soit combiné à une véritable compréhension. Cela finit souvent par combattre les symptômes et ne résout rien. Forme supérieure, utiliser l'intellect pour élaborer des solutions pratiques dans le contexte d'une véritable compréhension du cœur d'un problème ou de la réalité d'une situation. Forme inférieure, s'appuyer aveuglément sur des modèles scientifiques ou autres, sans la compréhension nécessaire de leurs limites et lacunes inhérentes. L'aspect intuitif de la pensée ne renvoie pas à l'intellectualité pure, mais à une compréhension profonde des choses, des personnes, des situations. Vous pouvez comprendre une situation en un éclair et identifier une solution au problème. Nous le voyons avec l'œil mental, pour ainsi dire. Après avoir eu cet éclair d'inspiration, cela peut prendre un certain temps pour le travailler systématiquement avec son propre aspect intellectuel. La compréhension a à voir avec la compréhension de la relation entre les parties et le tout. Vous pouvez voir la relation entre la science, la spiritualité et la philosophie. On se rend compte qu'on ne peut pas vraiment séparer l'individuel du collectif, etc. On reconnaît l'harmonie et l'ordre inhérents aux êtres humains, à la nature et au cosmos en général. Cet aspect de la pensée peut être appelé l'aspect de l'illumination. Quand on a pleinement développé cet aspect, pas seulement au niveau de la pensée mais au-delà, on est techniquement appelé un Bouddha ou un Bodhisattva. Exemple, utilisez votre propre compréhension des choses pour aider les autres à améliorer les conditions de l'humanité. L'aspect inspirant de la pensée. L'influence de l'inspiration est évidente dans les grandes œuvres d'art. Aussi, les mystiques de tous les âges ont expérimenté de grandes visions dans un état de conscience d'unité, une expérience de la plénitude réelle de toute vie. Parfois, nous nous sentons connectés à tous les êtres, à la vie en général, immergés dans un sentiment d'unité alors que nous traversons une forêt. En général, nous ne pouvons développer, identifier avec cet aspect qu'en développant notre capacité de compréhension ou d'intuition. Exemple, apporter de nouveaux concepts à la science, basés sur une intuition réelle, comme Max Planck, l'un des fondateurs de la mécanique quantique, créer des chefs-d'œuvre de l'art. Lorsque les 7 aspects de la pensée sont pleinement développés, nous pouvons parler des gens ioniques et saints d'esprit. Nous avons transcendé la personnalité pour nous ouvrir à l'influence de l'esprit intérieur. Tâches et exercices. 1. Maintenant que vous avez étudié les 7 aspects de l'esprit, pouvez-vous nommer 1 ou 2 aspects prédominants qui agissent dans ou à travers votre esprit? Comment peux-tu savoir? Combien de temps accordez-vous à ces aspects et à d'autres pour maîtriser votre pensée? 2. Utilisez la méthode pour neutraliser une pensée négative au quotidien. Notez vos expériences. Si vous comptez jusqu'à 10 avant de répondre, cela vous laisse-t-il le temps d'imaginer une pensée positive? Changez les schémas de pensée. Le cycle de la pensée, de l'action, de l'habitude, du caractère. Nous avons déjà vu comment nous pouvons changer nos schémas de pensée. Pour clarifier davantage ce processus, nous examinerons quelques questions clés sur les personnages, basées à nouveau sur une paraphrase et une traduction du travail de D.J.P. Koch, mais augmentée de mes propres notes. Stoïcisme, panpsychisme.
Le philosophe impérial Marc Aurèle dit dans ses Méditations. Votre vie est ce que vos pensées en font. Cette vérité est basée sur le fait que derrière chaque action il y a une pensée correspondante et que l'action répétée devient une habitude. Les habitudes façonnent notre caractère, c'est-à-dire notre mode de vie. Un examen critique de notre propre vie de pensée devrait clarifier ces faits. Il s'ensuit que changer nos habitudes de pensée entraînera des changements dans notre caractère. Bien sûr, nous devons utiliser cette pratique pour changer nos habitudes de pensée. La direction du changement devrait aller dans le sens de pensée suprapersonnelle, transpersonnelle et désintéressée. Il existe de grands exemples dans l'histoire d'hommes et de femmes pratiquant l'oubli de soi, travaillant pour le bien de tous, luttant contre le dogmatisme, les intérêts de groupe et l'injustice, ou de grandes œuvres d'art créées, etc. Ceux-là étaient les vrais fondateurs des civilisations. Ils peuvent être nos exemples. Chacun peut devenir porteur de culture et contribuer à façonner une société dans laquelle chacun a la possibilité de développer et d'exprimer les meilleures qualités qui sont en lui. Tout ce que vous avez à faire est d'utiliser les pouvoirs créatifs qui sont en vous. La technique est simple, utilisez le pouvoir de votre imagination pour créer une image de la façon dont vous voulez être. Vous découvrirez le formidable pouvoir de l'imagination créatrice, une force de formation de l'âme humaine. Je ne parle pas ici de simple imagination, mais des pouvoirs des aspects supérieurs de la pensée sur le plan esprit-mental, en particulier l'intuition et l'inspiration. D'une part, vous savez quel est votre personnage en ce moment. D'un autre côté, vous savez comment vous voulez être, et peut-être que vous l'êtes déjà au fond, le moi supérieur qui fait partie de votre constitution et qui a un niveau de conscience et de développement spirituel si élevé. Voir l'annexe A. Vous pouvez rendre votre personnalité transparente aux qualités intérieures du soi supérieur en permettant à ces énergies de circuler à travers votre personnalité. Cela peut être appelé alignement avec les mondes spirituels, construire des ponts vers les mondes intérieurs, construire des vibrations spirituelles. Cela affectera grandement le monde pour le mieux. Ces forces travaillent tout à travers la matrice astrale, partie supérieure de celle-ci, dans le cas ci-dessus, la sphère de connexion pour les royaumes intérieurs et extérieurs de l'être voire plus loin sur la matrice. La lumière astrale ou matrice de champ est un facteur clé pour expliquer, par exemple, comment une impulsion de pensée conduit au mouvement du corps, comment fonctionne la télépathie et la clairvoyance, etc. Remarque, cette matrice a des propriétés de mise en forme. Rupert Sheldrake a postulé la causalité morphique, formative, l'existence de champs de forme. Il a également mené des expériences sur la télépathie entre les propriétaires de chiens et leurs chiens. Des trucs très convaincants. Grâce à ce processus, voir ci-dessus, vous vous transformez progressivement en un être humain plus complet. Les aspects supérieurs de l'esprit pourront s'exprimer en eux-mêmes et à travers eux. La personnalité est connectée au soi supérieur. Notre esprit est enflammé ou enflammé par ce moi. Incidemment, cela résout le mystère du développement ou de l'évolution de la pensée abstraite qui a intrigué tant de biologistes. L'esprit est une sorte de reflet du rayon pur de la pensée qui émane du moi supérieur sur le miroir turbulent du cerveau. Vous pouvez rendre ce miroir clair et refléter ce rayon pur sur un esprit cristallin. La technique est la suivante, vous devez créer une image de vous-même telle que vous voulez être et perfectionner cette image. Cette image idéale grandira et s'affinera proportionnellement à la croissance de votre compréhension de la vie. Vous rencontrerez sans doute des difficultés si vous retombez dans les anciennes façons de penser et d'agir. Cela devrait être une incitation à continuer à changer vos habitudes de pensée. Observez le flux de la conscience. En examinant la nature des pensées en tant qu'être vivant, il convient de se considérer davantage comme un témoin de pensée que comme un créateur de pensée. Considérez-vous comme faisant partie de la vie unique qui est l'essence de tout. Cela facilitera l'accès à l'état de témoin. Une bonne pratique pour reconnaître quelle voie vos pensées coulent naturellement est d'observer votre flux de pensée dans les instants avant de vous endormir. Observez simplement en tant que témoin, dans cet exercice. Vous pouvez apprendre à reconnaître la qualité ou le caractère de ces pensées et à reconnaître les différents aspects de la pensée. Cela aide à mieux se comprendre. Vous pouvez également faire cet exercice à un moment calme de la journée. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous pouvez utiliser les méthodes des sections suivantes pour changer votre schéma de pensée. Exercice de Pythagore. Un exercice utile,
parfois attribuée à Pythagore, consiste à regarder en arrière et à évaluer les événements de la journée en allant se coucher. Demandez-vous, que ai-je fait aujourd'hui? Ai-je fait ce que j'avais prévu de faire? Que ai-je appris ce jour-là? Que pourrais-je faire de mieux? Ai-je blessé quelqu'un? Si oui, comment puis-je corriger cela? Etc. Ceci est très utile pour traiter les affaires du monde et vous aidera à tirer davantage profit du sommeil profond car vous êtes déjà un peu à l'aise avec certains du stress de la journée à traiter. Bien sûr, cette pratique doit être faite avec un état d'esprit juste. De plus, à mesure que votre conscience s'intensifie, vous comprendrez mieux vos faiblesses. C'est normal, car une lumière plus brillante brille littéralement dans votre esprit. Ces faiblesses ne doivent pas être combattues mais oubliées en travaillant de manière dynamique pour le bénéfice de l'humanité afin que vous gagniez en force intérieure et que votre conscience soit davantage centrée sur votre noyau spirituel. Vous devenez ce que vous pensez. Rappelez-vous que l'énergie est un cycle et que les pensées émises vous reviendront après un certain temps. Faites donc attention à ce que vous envoyez dans le monde. Une projection négative vous reviendra comme un boomerang et vous rattrapera de manière inattendue, sinon dans cette vie alors certainement dans une autre réincarnation. Une impulsion positive transmise est amplifiée et stimule les autres, et vous-même aussi. Considérez l'affirmation selon laquelle un pouvoir, une fois dépensé, n'est pas perdu, mais persiste à des niveaux plus subtils jusqu'à ce qu'il soit rééquilibré par un autre pouvoir. Est ce à quoi vous vous identifiez. Considérez-vous comme un homme ou une femme capable de comprendre les réalités de la vie et capable de réaliser des idéaux élevés dans la vie pratique. Soyez un créateur d'idées édifiantes et vous en serez une incarnation vivante. Contrôle du flux de la pensée. Changez nos schémas de pensée, habitudes de pensée. Les 3 paragraphes suivants sont basés sur certains écrits de D.J.P. de Kock, ma traduction et ma paraphrase. La raison de la nécessité de prendre le contrôle de votre vie de pensée sera maintenant claire. En contrôlant les types de pensées qui surgissent dans votre esprit, vous pouvez avoir une influence puissante, positive et harmonieuse sur ce monde et vous ne vous laissez pas emporter par désirs nuisibles ou idées fausses. Nous pouvons exploiter en toute sécurité le pouvoir de la pensée si nous dirigeons notre esprit vers un idéal élevé visant le bien de l'humanité en général, par ex. L'idéal de la fraternité humaine, la sororité, etc. Réfléchissez bien à cet idéal et éliminez tous les éléments de votre pensée qui le contredisent et remplacez-les par des blocs de construction positifs, pensez. Ces pensées toucheront de nombreux esprits et seront une force motrice pour l'évolution des conditions dans ce monde. Pour y parvenir, il faut une réflexion persistante et déterminée. Grâce à la pratique de l'altruisme, on verra également des moyens efficaces d'aider les autres à s'aider eux-mêmes. Beaucoup de gens, mais pas assez, le font depuis longtemps. Souhaitez-vous les rejoindre? Permettez-moi d'ajouter quelques notes pratiques à la procédure ci-dessus. Pour le rendre plus efficace, visualisez des étapes spécifiques et pratiques pour identifier des parties de cette image et faire ce que vous devez faire. Pour ne donner que quelques exemples, avez-vous déjà envisagé d'aider à changer la façon dont l'argent circule dans ce monde? Pourquoi ne pas investir dans des projets qui éduquent les gens à gagner leur vie pour eux-mêmes et leur famille, ou investir votre épargne dans des banques qui soutiennent ce type de projet? Qu'en est-il du pouvoir des consommateurs? Acheter des produits qui répondent à certaines normes de production, conditions de travail, conditions environnementales, etc. Que pouvez-vous faire pour vos voisins, les personnes âgées, les sans-abri, etc. Le plus important, bien sûr, est de donner le bon exemple aux autres en menant une vie d'amour et de compassion, en utilisant vos talents et en veillant au bien-être des autres. Organisez des groupes, participez à des groupes, diffusez des informations sur la réalité du monde spirituel, sur la spiritualité au quotidien, écrire des lettres aux organismes et personnes influentes, faiseurs d'opinion, il existe de nombreuses occasions de faire un travail spirituel utile. Personnellement, j'aime participer au système LEI, Local Exchange Trading System. Ce sont des systèmes qui fonctionnent avec la monnaie locale et qui ont interdit l'utilisation des intérêts. En participant à un tel système, les contacts sociaux sont stimulés et vous pouvez vous faire de nombreux nouveaux amis. Une chose est certaine, ce sont des actes importants, guidés par la sagesse et le discernement. Utilisez l'imagination et le travail préparatoire, développez les bons schémas mentaux, préparez le terrain. Existe-t-il une matrice ou une collection d'impressions? Certains d'entre vous ont peut-être lu The Divine Matrix de Greg Braden.
Dans ce livre, Braden décrit comment vous pouvez utiliser les propriétés de cette matrice pour réaliser vos désirs les plus profonds. Mon commentaire à ce sujet est d'agir avec sagesse, d'avoir des objectifs réalistes qui correspondent à votre caractère et à vos capacités. L'idée d'une telle matrice n'est pas nouvelle. Il est connu depuis des siècles. Même en science, il y a des spéculations sur un univers holographique, qui est une idée étroitement liée. L'un de ces noms est lumière astrale. J'ai moi-même vu cette lumière. C'est l'atmosphère dans laquelle nous vivons, avons nos émotions et nos pensées. Il a de nombreuses régions. Les images de nos rêves sont formées par notre esprit dans cette lumière. Peu semblent en être conscients. C'est comme dire aux poissons de l'océan qu'il y a un océan. Quoi, disent-ils, on ne voit pas la mer. Non, vous ne le voyez pas, vous êtes en plein milieu, comme l'a dit un jour un maître spirituel, Wittevant. L'allégorie platonicienne de la caverne me vient à l'esprit. C'est encore une allégorie très appropriée pour cette époque mouvementée. Si vous ne l'avez pas encore lue, n'hésitez pas. C'est tellement au point. Vous êtes-vous déjà demandé où va l'énergie émotionnelle mentale lorsque vous vivez une expérience profondément émouvante? La matrice ou le champ enregistré stocke toutes les impressions de la vie. Cette fonction est liée au karma. Dans cette vie ou dans une autre, vous devez faire face à des impressions karmiques. De plus amples informations à ce sujet peuvent être trouvées dans la littérature ésotérique. La volonté, l'énergie, suit le désir, déclare William Kanjudge dans son commentaire sur la Bhagavad Gita. En d'autres termes, si vous dirigez votre attention, votre désir, sous la forme de votre aspiration spirituelle, vers les plans intérieurs, alors vous pouvez recevoir de l'énergie spirituelle de l'intérieur et créer un nouveau circuit dans lequel votre énergie pourra se déplacer. La psyché humaine réagira certainement aux images, cela ne fait aucun doute. C'est une pratique connue d'un grand nombre de personnes aujourd'hui. Cela demande un peu de détermination et de concentration au début, mais devient vite une habitude. De vrais courants de pensée sont mis en mouvement lorsque vous pratiquez l'imagination, et non votre fantaisie. Vos actions multiplieront par 1000 l'influence de ces courants. Il apportera une influence curative à ce monde dont il a désespérément besoin. L'amour, compassion, est le plus grand pouvoir de guérison au monde. Une véritable magie divine au profit de tous, manifestée par vous et les autres. Vous pouvez faire la différence si vous le souhaitez. Je veux donner 2 références ici. 1. Roberto Assagioli, The Act of Will, Wildwood House, Londres, 1974. Il s'agit d'un livre précieux écrit par le développeur de la psychosynthèse, le Dr. Robert Assagioli. Cela inclut le concept de volonté capable et de volonté transpersonnelle. 2. École de l'ordre naturel, www.sno.org. École de l'ordre naturel. School of the Natural Order. Gnose, tradition de la sagesse, sous une forme moderne. Dans ce contexte, voir notamment le matériel sur la nature psychique de l'être humain et la première traversée, qui traite du moi insatisfait, de la recherche de sens et de perspicacité et de la possibilité de transformer le contenu de la psyché en. Résumé des exercices. Les techniques et pratiques que je décris dans ce livre offriront quelques conseils à ceux qui souhaitent obtenir une image plus claire de la situation dans laquelle ils se trouvent et de la situation mondiale à ce stade de l'histoire. Ce n'est pas un programme pour devenir riche rapidement, il y en a déjà trop. Ce n'est pas le petit soi ou la personnalité de l'ego qui est le centre de tout, mais le monde plus vaste dans lequel il est intégré devrait compter. L'empathie est la qualité dont notre monde a tant besoin. En plus des exercices suivants, le lecteur trouvera d'autres exercices dans mon article sur Wittevant, voire dans mes archives. Exercice 1. Un exercice qui peut être très utile consiste à adopter plusieurs perspectives, apprenez à voir les situations sous plusieurs angles ou perspectives. Cela augmente la sensibilité au contexte et permet une meilleure compréhension des idées et du comportement des autres. Si quelqu'un peut se mettre à la place de quelqu'un qui a le point de vue opposé à vous, vous pouvez apprendre beaucoup. On peut également s'entraîner à défendre une telle opinion opposée en considérant des arguments qui favoriseraient une telle opinion. Il s'agit de pensée nuancée. Exercice 2. Pensée consciente, observez le flux des pensées. Une technique simple pour neutraliser les pensées négatives. Maintenant,
nous ne réussirons pas si nous essayons de combattre nos défauts de caractère. Pourquoi pas? C'est parce qu'à travers le combat nous nourrissons nos pensées, qui sont des êtres vivants. Pour qu'ils deviennent plus forts au lieu de mourir de faim. Au lieu de se battre, il faut oublier les pensées indésirables, les laisser mourir. Pour cela, nous devons reconnaître nos pensées et leur donner un coup de pouce positif en pensant simplement une pensée opposée et positive. En pensant et en agissant selon cette pensée positive, nous compensons les effets de la pensée négative. En vous en tenant à cette pratique, vous pouvez changer la qualité des pensées et également permettre à notre esprit de fonctionner sur d'autres fréquences, plus altruistes, spirituelles, positives, etc. Après un peu de pratique, nous cesserons de recevoir ces pensées négatives, nous pouvons les remarquer ou les observer, mais nous ne leur permettons pas de nous déranger. Je parle ici de personnes assez saines d'esprit. D'autres peuvent avoir besoin d'une psychothérapie pour parvenir à une intégration et à une orientation de vie positive. Veuillez noter, ce qui précède est un préjugé personnel, pas une colère légitime face aux nombreuses particularités de notre système politique, financier et économique actuel qui détruit de nombreuses personnes dans le monde. Exercice 3. En examinant la nature des pensées en tant qu'être vivant, il convient de se considérer davantage comme un témoin de pensée que comme un créateur de pensée. Considérez-vous comme faisant partie de la vie unique qui est l'essence de tout. Cela facilitera l'accès à l'état de témoin. Un bon exercice pour apprendre à reconnaître la voie dans laquelle vos pensées coulent naturellement est d'observer votre flux de pensées dans les instants avant de vous endormir. Observez simplement en tant que témoin, dans cet exercice. Vous pouvez apprendre à reconnaître la qualité ou le caractère de ces pensées et à reconnaître les différents aspects de la pensée. Cela aide à mieux se comprendre. Vous pouvez également faire cet exercice à un moment calme de la journée. Si vous n'aimez pas ce que vous voyez, vous pouvez utiliser les méthodes des sections suivantes pour changer votre façon de penser. Exercice 4. Maintenant que vous avez étudié les 7 aspects de la pensée, pouvez-vous nommer un ou deux aspects prédominants qui fonctionnent d'en haut à travers votre esprit? Comment peux-tu savoir? Avez-vous observé le flux des pensées dans votre conscience? Combien de temps accordez-vous à ces aspects et à d'autres pour contrôler votre pensée? Notez vos réponses. Exercice 5. Changez les schémas de pensée. La technique est la suivante, vous devez créer une image de vous-même telle que vous voulez être et perfectionner cette image. Cette image idéale grandit et s'affine proportionnellement à la croissance de votre compréhension de la vie. Vous rencontrerez sans aucun doute des difficultés lorsque vous retomberez dans d'anciens schémas de pensée et d'action. Cela devrait être une incitation à continuer à changer vos habitudes de pensée. Exercice 6. Exercice de Pythagore. Un exercice utile parfois attribué à Pythagore est de regarder en arrière et évaluer les événements de la journée où vous vous couchez. Demandez-vous, que ai-je fait aujourd'hui? Ai-je fait ce que j'avais prévu de faire? Que ai-je appris ce jour-là? Que pourrais-je faire de mieux? Ai-je blessé quelqu'un? Si oui, comment puis-je arranger cela, etc. Ceci est très utile pour traiter les affaires du monde et vous aidera à bénéficier davantage du sommeil profond car vous faites déjà partie du stress du jour en traité. Bien sûr, cette pratique doit être faite avec une attitude juste. Exercice 7. Changement de schéma de pensée, habitude de pensée. Contrôle du flux de la pensée. La raison de la nécessité de prendre le contrôle de votre vie de pensée sera maintenant claire. En contrôlant les types de pensées qui surgissent dans votre esprit, vous pouvez avoir une influence puissante, positive et harmonieuse sur ce monde et vous-même ne vous laissez pas emporter une façon. Nous pouvons exploiter en toute sécurité le pouvoir de la pensée si nous fixons nos esprits sur un idéal élevé visant le bien de l'humanité en général, tel que l'idéal de la fraternité humaine, fraternité, etc. Réfléchissez bien à cet idéal et éliminez tous les éléments de votre pensée qui le contredisent et remplacez-les par des blocs de construction positifs, pensez. Ces pensées toucheront beaucoup de gens et seront une force motrice pour changer les conditions de ce monde. Pour y parvenir, il faut une réflexion persistante et axée sur les objectifs. Grâce à la pratique de l'altruisme et de l'oubli de soi, on verra également des moyens efficaces d'aider les autres à s'aider eux-mêmes. Beaucoup de gens, mais pas assez, le font depuis longtemps. Souhaitez-vous les rejoindre?
Il peut être utile d'étudier le chapitre 6 sur la psychosynthèse de Roberto Assagioli et l'acte de volonté pour plus de conseils sur la façon de procéder avec cet exercice. Exercice 8. De la section sur la psychocybernétique. L'image de soi est définie dans le livre audio comme l'image de soi mentale de l'individu. C'est la véritable clé de la personnalité et du comportement humain. Voir le chapitre 1. Maltz Furet soutiennent qu'un plan mental dans le subconscient contrôle notre avenir. Quand quelqu'un reste coincé dans le passé et ne se souvient que de ses erreurs, c'est un signe de faible estime de soi. Le conseil est: revivez vos plus beaux souvenirs, imaginez ce que vous voulez et sentez que vous l'avez et que vous pouvez l'avoir. Faites-le tous les jours. Bien sûr, vous devez vous fixer des objectifs. Il existe également des exercices utiles de psychologie positive, Martin Seligman, et de PNL, programmation neurolinguistique, pour se mettre sur la bonne voie. Dans le théâtre de l'esprit, souviens-toi, revis tes plus beaux souvenirs, victoires, succès, moments les plus heureux. Ceci est similaire à l'ancrage, une technique PNL. Vient ensuite un point particulièrement intéressant. Imaginez et ressentez la réalisation d'un objectif dans le futur, mais vivez-le maintenant, presque comme un rappel d'un objectif accompli. Cela correspond à un exercice que je mentionne dans mon article sur Roberto Assagioli inclus dans le chapitre 6. Vous pouvez être heureux avant d'avoir atteint vos objectifs. Ma note: voir la vie comme un processus vous permet de profiter du moment présent et de vous concentrer sur l'ici et maintenant. Exercice bonus. Donnez aux autres la liberté comme vous. Ce commandement est de Wittevant, voir mes archives pour un article sur ses enseignements. L'idée est qu'il ne faut pas imposer ses idées à autrui. Une personne peut très bien avoir des idées différentes sur la façon de gérer la vie. Tant que cette personne ne viole pas les droits naturels d'autrui et n'est pas impliquée dans des activités criminelles ou malveillantes qui blessent les autres, je ne vois aucune raison d'essayer de forcer quelqu'un à penser comme vous. Il y aura d'autres personnes avec qui travailler. Bien sûr, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas vous affirmer. Cependant, ne soyez pas trop prompt à juger les autres. Vous avez probablement une connaissance limitée de sa situation ou de ses antécédents. D'autres ont peut-être eu des expériences et des visions de la vie complètement différentes des vôtres.